Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bonsoir à vous qui nous suivez depuis notre chaîne sœur Sika TV. Les débatteurs sont déjà là. Joël Tchogui, bonsoir. Bonsoir le riche Tineo, bonsoir à toutes et à tous. Vigile Avancé, bonsoir à vous aussi. Bonsoir le riche, bonsoir à tous. Alors, je l'annonçais, un invité ce soir avec nous sur ce plateau, Eugène Azatassou. Bonsoir à vous. Bonsoir aux auditeurs. Rapprochez-vous un peu du micro. Vous êtes acteur politique, conseiller politique des Forces Cori pour un Bénin émergent. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, après 2 mois environ d'audition et d'enquête, la commission spéciale installée le 7 mai 2018 pour étudier la demande de la levée de l'immunité parlementaire des députés, de certains députés, pour ne pas citer Valentin Agosso Djanontin, Idrissou Bako et Mohamed Atao Renouko, a d'abord produit un rapport sur le député Valentin Djanontin, contre qui elle n'a aucune charge. L'extrait du rapport précise que des éléments recueillis au cours de l'audition et sous réserve d'éléments complémentaires probants, il se dégage en l'état actuel du dossier qu'aucune charge ne peut être retenue à l'encontre de l'intéressé, des chefs d'accusation ou des chefs d'infraction de détournement de deniers publics, de corruption, d'abus de pouvoir et de fonction, de délits d'initiés prévus et punis par la loi portant lutte contre la corruption en République du Bénin. Et ces infractions annexes en ces dispositions 45 et 47 et autres. Alors, autrement dit, pour l'heure, le député Valentin Agosso Djanontin est lavé de tout soupçon et déjà dans l'après-midi de ce lundi, quand jeudi, vous avez organisé une conférence de presse. Vous, quand je dis vous, c'est bien entendu les Forces Cori pour un Bénin émergent. Vous avez organisé une conférence de presse chez Eugène Azatassou, une conférence de presse à cette étape des choses pour dire quoi? Non, merci beaucoup. Nous avons organisé un point de presse. Un point de presse. Un point de presse pour donner notre opinion, pour donner au peuple béninois notre opinion au stade actuel du dossier. Et notre opinion, c'est que nous avons pris connaissance effectivement du rapport et nous avons nous avons vu la conclusion qui a été tirée. Et dans la mesure où le rapport a été envoyé en plénière à l'Assemblée nationale, nous avons donné au peuple béninois notre sentiment sur le dossier. Dans l'état actuel, nos sentiments, c'est quoi? Voilà, quel est ce sentiment? Oui, voilà, nos camarades, Djanontin et Valentin et Idrissou Bako, sont lavés. Et aucune charge n'a été retenue contre eux. Pour le moment, le rapport a précisé que c'est sous réserve d'éléments complémentaires. Exactement. Bon, donc le rapport n'a pas les éléments qu'il faut pour apprécier et condamner ou lever l'immunité, recommander la levée de l'immunité de nos camarades. Nous avons apprécié en 2 grands points. Premièrement, nous avons félicité les membres de la commission qui sont en majorité des éléments du bloc de la majorité parlementaire, du BMP, et qui, quand même, ont suivi l'objectivité et sont arrivés à une conclusion comme celle-là. Donc nous les avons félicités, nous avons trouvé que c'était très bien de faire une appréciation aussi objective des partis de toute opposition politicienne. La deuxième étape de notre appréciation, c'est que nous avons recommandé aux députés de suivre cette voie pour tout simplement s'opposer à la levée de l'immunité parlementaire de nos 2 camarades. Parce que rien n'est retenu contre eux. Aucun élément ne permet de retenir quoi que ce soit contre eux. Nous le clamions déjà. Nous avions eu la grande surprise de voir accumuler ces actions-là au lendemain de du rejet de la Constitution la première fois, le 4 avril 2017. Puis ça s'est tassé. Il y a eu un réchauffement après notre congrès des 10 et 11 février à Parakou. Oui. Il y a eu dès le lendemain, il y a eu un réchauffement. Et puis,
après le dernier rejet du processus de révision de la Constitution, ça s'est accéléré à nouveau. Nous nous sommes dit, bon, c'est très bien que dans un contexte comme celui-là, la Commission ait quand même pu conclure qu'il n'y avait rien de retenu. Et si le rapport n'était pas favorable au secrétaire exécutif des FCB, vous allez toujours tenir ce même discours? Comme quoi la Commission a travaillé en toute objectivité? C'est parce que la Commission aujourd'hui déclare que le dossier est vide que vous tenez ce langage. Oui, la Commission, nous tenons ce langage parce que le dossier est effectivement vide. Ce n'est pas une invention de la Commission. Donc si la Commission avait conclu à autre chose... Mais ce n'était pas gagné d'avance. Non, mais si c'est pour ça que nous apprécions. Si nous ne pouvons pas nous taire et ne pas apprécier cette position de la Commission. Si la Commission avait conclu autre chose, nous n'aurions pas compris parce que pour nous, effectivement, le dossier est vide. Vous avez suivi le système de défense de nos camarades. Je me rappelle, l'honorable Idrissou Bako a dit le rapport de la commission Mazars, la commission d'audit, demandez-leur de sortir ça. La commission a dit qu'elle n'avait pas eu le rapport d'audit. Donc, je suis fier que nos camarades aient tenu ces positions dans ces différentes positions politiques, dans ces différentes pressions que les députés de la majorité, malgré, dont nos deux camarades, ont résisté à toutes les pressions et ont maintenu le cap. Ça a été un des points de notre point de presse, c'est-à-dire que nous avons félicité les députés de la minorité parlementaire pour avoir maintenu le cap malgré toutes les pressions. Un rapport qui vient laver de toute soupçon le député Dianotin. Est-ce qu'il faut déjà conclure que le dossier était effectivement politique? Bon, vous avez vu les étapes de rebondissement du dossier. Oui. Nous avons compris que le dossier était politique. Et c'est parce que nous avons compris ça que nous devions féliciter la Commission. Parce que nous avons fait noter que la Commission est majoritairement composée des éléments du BMP. Donc nous devions faire ressortir ça. C'est parce que nous avions compris que c'était politique. Alors, Joël Tchogwe, le dossier serait vide selon le rapport. Quelle leçon, vous, à cette étape des choses, vous tirez de la situation? Non, je note fondamentalement que nous sommes dans l'arène politique et nous sommes en face donc des acteurs politiques. Des acteurs politiques qui, comme on le dirait, ne respirent que par leur intérêt, comme on le dirait, qui ont des visées qu'ils ne partagent pas toujours lorsqu'ils brandissent un dossier comme celui-ci par exemple. Ces visées-là ne sont pas toujours perçues ou bien perceptibles à tout venant. Et quand vous suivez un peu le début de ce processus-là, depuis l'introduction par l'ancien garde des Sceaux au Parlement de la demande de levée d'immunité de ces députés-là, qui seraient pris dans des cas de malversation financière, de corruption, d'abus de fonction, d'abus de pouvoir sous l'ancien régime de Boni Yayi. Vous avez vu que le débat, il y avait comme une sorte de cristallisation du débat autour de la personne de Boni Yayi et de Patrice Talon. D'aucuns avaient déjà très tôt vu que c'est le prolongement de la guerre entre l'ancien chef d'État et son successeur qui se poursuivait à travers ce que l'opposition qualifie d'acharnement contre les membres, les affidés du pouvoir Yayi et autres choses. Aujourd'hui, la commission qui a été installée au Parlement pour connaître donc de ce dossier-là a disposé, ma foi, quand je me fie aux termes utilisés dans le rapport que j'ai pu lire moi-même également avant d'entrer dans ce studio, les membres de cette commission-là ont disposé du temps matériel qu'il faut pour étudier du fond en comble les éléments qui ont été versés à leur appréciation et à la fois par l'exécutif qui demandait la levée de l'immunité de ces députés-là et également les éléments de réponse et d'explication que les inculpés, les mises en cause ont eu à verser également à cette commission. Quand vous voyez la composition effectivement de cette commission, il l'a rappelé, M. Jean Azatassou, c'est une commission qui est dominée largement par
des soutiens du régime de la rupture. Et quand vous voyez que avant même l'installation et même après l'installation de cette commission chargée donc d'étudier la demande de levée d'immunité, il y a une conjonction d'éléments qui pouvaient quand même laisser croire que de fait la commission n'aurait pas autre voie à faire véhiculer dans l'opinion publique que d'établir la culpabilité ou bien de recommander à la plénière de lever l'immunité. Vous voyez, je ne vais plus revenir sur n'est pas encore le cas. Impossible. Ce qui n'est pas encore impossible. Pas du tout. Parce la plénière doit statuer. Il y a une ouverture que le rapport laisse quand même. Parce que le rapport, la commission n'est pas au-dessus de la plénière. La plénière reste l'instance suprême de prise de décision à l'Assemblée nationale. Et la commission n'a fait que jouer son rôle à elle dévolu parce que la commission estime que les éléments présentés en l'état actuel du dossier ne permettent pas d'établir une culpabilité, de retenir des charges contre les députés mis en cause et conséquence, sous réserve d'autres éléments à verser au dossier, qu'elle, en tant que commission, elle laisse donc à l'appréciation de la plénière la suite. Maintenant, la plénière va-t-elle décider autre chose que ce que les commissaires ont eu à indiquer? On attend encore de voir, mais il est trop tôt pour moi aujourd'hui de crier victoire. Parce que au Parlement, dans les couloirs du Parlement, dans les coulisses du Parlement, on ne peut pas, nous, vu de l'extérieur, on ne peut pas aujourd'hui mesurer tout ce qui a pu se passer pour que les commissaires soient peut-être amenés à faire cette conclusion. On ne peut pas cerner tous les contours qui font cette décision-là. Et entre le rapport de la commission et le jour où la plénière sera appelée à statuer, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Alors, Vigile Awansé, est-ce qu'on peut effectivement déjà crier victoire, comme le demandait ou le disait tout à l'heure Joël Tchougoui? Est-ce qu'on peut déjà crier victoire, notamment au sein du bloc de la minorité parlementaire, notamment les députés Dianotin et Idrissou Bako, vu le rapport produit par la commission spéciale? De mon point de vue, pas du tout. Pas du tout, parce que la commission spéciale avait un travail spécial à faire et il a fait son travail, il a suggéré, n'est-ce pas, sa position à la plénière, ce qui reste donc juste un avis suggéré donc à la plénière, quitte à elle, quitte à l'ensemble des 82 députés à présent, n'est-ce pas, d'examiner ce rapport-là et de faire librement le choix d'envoyer ou non ces députés devant la justice. Mais il faut dire que, bon, cela s'est déjà produit, hein, une telle demande, une telle appréciation reste d'abord politique. Parce qu'on est à l'Assemblée nationale tout de même, donc la position des députés restera politique. Et donc, de mon point de vue, ces deux députés ne sont pas encore sortis d'affaires si, en amont, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé pour ne pas rassembler ou laisser rassembler, n'est-ce pas, les 2/3 donc, de votes qu'il faut donc pour lever leur immunité. C'est essentiellement ça de mon point de vue. Ils doivent encore se battre pour ça, c'est ça? Ils doivent encore se battre pour ça. Ah, si ce ne sont pas encore battus, c'est demain. Hein, donc, je crois que ce serait tard. Mais il faut dire qu'ils devraient avoir comme atout de compter sur la solidarité corporatiste parce que vous n'êtes pas sans savoir. Justement, est-ce que ce n'est pas par solidarité que les députés finalement ont produit ce rapport? Non, il s'agit juste d'une commission. Et donc, les députés, on parlera de l'ensemble des députés quand ça va être examiné donc, demain, et selon le sens. Je disais que la décision, disons, ça restera politique parce qu'on a déjà vu par le passé des levées d'immunité parlementaire pour donc mettre des députés ou des ministres à la disposition, n'est-ce pas, de la justice. Mais au finish, au bout du chemin, la justice a dit qu'il n'a rien. Il n'a rien. Je donnerai juste le cas d'Alain Adiou. Je donnerai le cas de l'ancien ministre Kamal Fassassi. Il a obtenu ça, ce blanchiment-là, devant la justice avant de mourir. Mais les députés ont quand même levé les immunités parlementaires. Donc, c'est pour vous dire que
la commission peut avoir dit ça, mais si, comme on dit, l'objectif c'est amener, n'est-ce pas, ou fragiliser un peu, comme l'a laissé entendre M. Azatassou, si c'est fragiliser les FCB, vous comprenez que le chemin n'est pas encore terminé, on n'est pas encore au bout du chemin. Et donc, si le travail, je répète encore une fois, n'a pas été fait, si il ne peut pas compter sur la solidarité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que même parmi les membres de cette fameuse commission spéciale, il y a des personnes, des députés, qui avaient été éclaboussés par des affaires et qui ont siégé également. Donc, cette solidarité-là peut amener à ce que, malgré la volonté donc, de celui du gouvernement qui réclame donc la levée de l'immunité de ces députés, qui ne puissent pas arriver à son objectif, ne puissent pas atteindre son objectif. Alors, M. Azatassou, finalement, si le député, je prends par exemple le cas de Valentin Agossou-Dienantin, il a dit à plusieurs reprises, il a clamé haut et fort comme quoi il est propre, il n'est pas impliqué dans ce qu'on lui reproche, mais s'il est autant propre, est-ce qu'il ne peut pas lui-même délibérément aller devant la justice pour répondre de ce qu'on lui reproche? Bien, à ça je réponds deux choses importantes. La première chose, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas dans un contexte politique normal. Nous sommes dans un contexte politique où la lutte contre la corruption revient à un acharnement pour faire taire l'opposition. Et la justice peut finalement blanchir, mais entre l'étape où on a été livré à la justice et l'étape où on est finalement blanchi, dans un pays normal, ça ne poserait pas de problème. Mais dans un pays comme le nôtre, vous pouvez avoir été violenté de toutes les manières. Et c'est ça qui est le problème. Le député Atao Mohamed Henho a cru que l'heure était venue pour lui de se blanchir. Il est parti se livrer lui-même au juge. Il est parti chez le juge. Et vous avez vu ce qui en a suivi. On ne sait même plus maintenant sous quel chef d'accusation il est en prison. On ne sait même pas s'il est fou ou s'il est normal. Mais on sait qu'on lui a pris une procuration. On lui a pris, ceux qui le déclarent fou, lui ont pris une procuration. Donc on n'est pas dans un pays normal sous ce rapport-là. Et c'est là où la question de laver son honneur, les camarades disent on n'a rien à se reprocher, on peut aller... J'ai dit non, si on est dans un pays normal, oui, mais sous ce rapport-là, rien n'est normal dans notre pays. Entre la période où on les a livrés à la justice et le traitement qu'ils vont suivre avant que la justice ne se prononce et les lave, il y a un grand chemin rempli d'incertitudes. Ça, c'est la première chose. Okay, la deuxième chose, c'est que la levée d'immunité pour les députés a été conçue pour les protéger de l'arbitraire, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent dire leur point de vue, leur réflexion au niveau du Parlement, pour qu'ils puissent nourrir le débat au niveau du Parlement sans crainte. Or, si il suffit qu'on dise vous êtes accusé de tant pour qu'on lève votre immunité parlementaire, alors il ne valait pas la peine de concevoir la question de l'immunité parlementaire. Parce que si chaque fois que on vous dit, on vous accuse, à tort ou à raison, bon, votre immunité est levée, il vaut mieux ne pas l'avoir. Il vaut mieux ne pas l'avoir. Par conséquent, je réponds que l'État, le rapport fourni par la Commission est une étape importante qui doit maintenant prouver aux députés qu'ils ont en main un dossier qui est vide, qui n'ont aucune raison autre que politique de livrer leurs collègues à la vindicte du pouvoir de la rupture, qui a toutes les raisons pour les punir par rapport à leur prise de position, etc. Ce n'est plus pour laver leur honneur, parce qu'il n'y a plus d'honneur à laver, l'honneur est sauf.
À moins d'un complément de dossier. À moins d'un complément de dossier, l'honneur est sauf. Par conséquent, il n'y a plus rien à faire là. Mais et si demain par exemple, les députés, vous savez, ils sont majoritaires, ils sont au nombre de 62, ils décident de lever l'immunité des députés concernés. Ils auront posé un acte, un précédent grave. Ils auront posé un précédent grave. Je le dis, je ne suis pas député. Ils sont libres, ils peuvent le faire. Ils ont le nombre qu'il faut. Ils avaient déjà le nombre qu'il faut dans la commission. Pourtant, la conclusion a été tirée comme ça. Je dis qu'ils auraient posé un précédent grave parce que ça signifierait tout simplement que les députés béninois n'ont pas d'immunité. Parce que il n'y a aucune raison, maintenant, pour que n'importe quel autre député qu'on accuse de n'importe quoi, que son immunité puisse être levée, puisque rien ne corrobore l'idée qu'il faut lever l'immunité de ces deux camarades-là, au moins, dont on a connu les rapports. Voilà. Donc, Joël Tchogwe, je reviens à vous. D'abord, un petit rappel. Je vous rappelle que au moment des faits, au moment où on introduisait le dossier de ces députés, c'est l'actuel président de la Cour constitutionnelle qui était le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice à l'époque. On a introduit le dossier et par fini, on constate qu'il y a des éléments d'appréciation qu'on n'a pas. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est la célérité avec laquelle on a traité le dossier qui aujourd'hui a permis à ce que nous soyons à ces conclusions aujourd'hui? Il y a une chose de fondamentale qu'il ne faudrait pas perdre de vue. Célérité, peut-être. Mais en introduisant à l'Assemblée nationale la demande de levée d'immunité, qu'il vous souvienne quand même que l'ancien garde des Sceaux, aujourd'hui numéro 1 de l'institution de la haute juridiction, Joseph Diogbenou, on a motivé cette demande de levée d'immunité. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a établi des chefs d'accusation dans des dossiers précis en ce qui concerne le député Idriss Oubako et en ce qui concerne le député Valentin Gossou, j'ai noté dans des dossiers sur lesquels je pense qu'il n'est plus opportun de revenir aujourd'hui. Le gouvernement a cru quand même que les éléments de motivation qu'il a versés au dossier transmis au Parlement étaient quand même des éléments qui étaient probants, qui pouvaient suffire pour que la commission puisse indiquer à la plénière qu'on puisse lever l'immunité de ces députés-là. Comme nous sommes dans un pays où la séparation des pouvoirs reste encore d'actualité, les députés cette fois-ci, en étudiant les éléments de motivation, ont trouvé que ce sont des éléments qui, dans le fond, n'étaient pas encore des éléments suffisants pour indiquer la levée de demande d'immunité. C'est-à-dire que quoi? Nous sommes aujourd'hui face à deux acteurs, le législatif et l'exécutif, qui ne se comprennent pas sur l'appréciation à faire exactement des éléments de motivation. Pour le gouvernement, en l'état actuel de la question, avec les éléments versés jusqu'ici, à moins que le pouvoir ait encore d'autres tours à sortir peut-être demain, on ne peut jamais être prévoyant avec ces politiciens-là. Le gouvernement, lui, il estime quand même qu'en l'état actuel, on pouvait lever l'immunité des députés. Mais le Parlement dit, ce que vous m'envoyez comme élément de motivation pour me dire de lever l'immunité, ces éléments-là ne me suffisent pas pour que je puisse indiquer la levée de l'immunité parlementaire. Malheureusement, pour le gouvernement, il ne pourra pas faire autrement que de rechercher encore d'autres éléments d'appréciation à transmettre au Parlement, quitte maintenant au Parlement de voir si les éléments qui sont venus en complément suffisent pour indiquer la levée ou pas. Mais il ne faut pas être aussi, ça serait d'une analyse naïve que de penser que face à des acteurs fuités en politique comme le régime de la rupture avec ses émissaires et puis ses acteurs, moi je ne serais pas surpris si en plénière on arrivait à exhiber d'autres éléments d'appréciation. Parce que pour moi, les commissaires qui ont rédigé ce rapport peuvent dire la charge est tellement lourde que nous, en tant que
membres de cette commission-là, on ne veut pas porter cette lourde responsabilité que dans l'histoire politique, on puisse dire c'est 11 personnes, c'est 10 personnes, c'est 15 personnes qui ont dit lever la demande, lever donc l'immunité des députés. Ça peut être comme ça. Et donc, on sait que la commission est dominée par des membres du BMP. Vous remettez en cause l'objectivité du rapport? Non, pas du tout. Pas du tout que je remets en cause l'objectivité du rapport. Ça peut vraiment être objectif. Comme ça peut être également l'échappatoire trouvé pour les membres de cette commission de dire nous ferons donc ce rapport. Quitte maintenant la plénière, nous disposons de la majorité. Quitte à la plénière, on dira donc en ce moment-là, c'est la plénière qui est souveraine, c'est la plénière qui a décidé qu'on lève l'immunité des députés. Donc, je ne dirais pas forcément que le travail qui a été fait au sein de la commission, c'est un travail innocent, un travail qui n'est pas motivé. Non. Il faut les 2 tiers pour lever l'immunité. Et vous savez que le BMP déjà seul peut, à ma foi, si je ne me trompe, peut lever l'immunité. Ceux qui ont produit ce rapport, est-ce qu'ils doivent encore voter? Oui, pour la levée de l'immunité de ces députés. Ça ne m'étonnerait pas, justement, que quand on va soumettre cette question en plénière, par exemple, pour vote, que des membres même de cette commission puissent voter pour la levée de l'immunité des députés. Parce que ce que je n'ai pas pu faire en commission, parce qu'on dirait, voilà les 11 députés, mais voilà le groupe de députés qui a indiqué la levée. En plénière, je peux me cacher sous la bannière de la plénière pour dire, bon, c'est la plénière qui décide, je me soumets à la volonté de l'ensemble du groupe de la majorité parlementaire, discipline de groupe oblige, je suis donc le courant de l'eau, et puis je vote pour la levée de l'immunité. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Mais l'autre chose qu'il ne faudrait pas également perdre de vue, c'est que nous sommes dans un contexte actuellement où les députés eux-mêmes, en l'état actuel, même s'ils sont majoritaires, on soupçonne ce groupe-là d'être à la solde d'un pouvoir, je ne veux pas faire ce débat, c'est l'image du Parlement béninois qui est en jeu. Aujourd'hui, ce qui se joue à l'Assemblée avec ce dossier, c'est soit aujourd'hui le défi pour ce bloc de la majorité parlementaire, c'est un défi d'affirmation de ce qu'il n'est pas pour autant domestiqué par le pouvoir central. Qu'à des moments donnés, sur des questions données, que le BMP, malgré donc le soutien qu'il apporte au chef de l'État, au gouvernement entier, que le BMP en tant que prolongement du peuple, en tant que représentant donc de la nation, que le BMP a toute la lucidité qu'il faut pour dire non à des moments donnés au bon vouloir du chef de l'État ou au bon vouloir donc du gouvernement. Et l'autre chose, c'est que quoi? Le BMP aujourd'hui également peut se confronter à une sorte de pression. Soit je prouve combien je suis fidèle de la part du pouvoir qui demande la levée de l'immunité, soit le BMP aujourd'hui prouve une fois pour de bon au chef que nous sommes fidèles. Quoi qu'en soient les circonstances, nous sommes fidèles à tout ce que vous direz, à tout ce que vous demanderez. Et nous allons donc exécuter. Soit nous ne vous suivons pas dans tout ce que vous demandez, mais nous avons encore une raison et que en fonction donc de ce que nous avons à analyser, si c'est bon, on dit que c'est bon, si c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. Alors, Vigile Arouansel, je vous rappelle aussi que lors de la rentrée politique du BMP, le bloc de la majorité parlementaire, plusieurs députés ont réaffirmé, je ne veux pas citer de nom, vous les connaissez, ils ont dit nous allons lever peut-être pour une fois l'immunité de nos collègues pour montrer que nous, au Parlement, il n'y a pas des députés corrompus, il n'y a pas des députés qui viennent quand même se cacher sous la bannière de l'immunité parlementaire pour donc des crimes économiques. Donc, ils ont réaffirmé leur volonté de lever cette immunité. Est-ce que vous pensez qu'ils resteront dans cette même dynamique? Non, il faut dire que les déclarations, surtout en politique, il faut les prendre dans leur contexte, il faut les prendre selon les individus donc, qui les émettent. Il faut avouer que ça va être un peu difficile. Complexe, pas difficile. Ça va être un peu complexe quand même pour ces députés-là, notamment ceux du BMP, ce travail qui est demandé demain mardi. Difficile parce qu'on est dans une lancée où on parle d'une succession d'échecs. Et donc, quand ça ne va pas marcher, quand, encore une fois, les 2 tiers ne vont pas être réunis,
on mettra, et ça ne ratera pas, on mettra ça encore à l'actif du BMP et du chef de l'État. Mais cela dit, il y a ce que j'appelais tantôt donc la solidarité entre députés. Et quand j'ai donné le cas donc de Kamarou Fassassi et du ministre Alain Adéou, il faut dire qu'ils sont des ministres, des membres du gouvernement. Mais dans l'histoire, je sais que le cas Saleh, Issa Salifou a été essayé. Ça également, ça n'a pas marché. On n'a pas pu lever l'immunité de Issa Salifou à l'époque. Et donc, c'est difficile. Sinon, pour dire que ça ne s'est jamais passé encore au Parlement béninois qu'on lève l'immunité d'un député. Donc, ça va être très compliqué parce que là, il ne s'agit plus du BMP, il s'agit de chaque individu, de la sécurité, n'est-ce pas, de chaque député. Et de ce que, eh bien, si cela arrivait, n'est-ce pas, à ces deux collègues, ça pourrait arriver, n'est-ce pas, aux autres aussi aisément, aussi simplement. Et il faut attendre également de voir. J'ai dit tantôt que il se ferait un travail et si les députés mis en cause ne faisaient pas un travail, donc n'essayaient pas de toucher leurs collègues, de discuter directement comme on ferait une campagne, ne le faisaient pas, eh bien ça risque également d'aller contre eux. Il faut voir, il faut aller à l'Assemblée le jour donc, de la levée d'immunité ou du vote pour voir comment ça se passe. Je me rappelle du cas de ce député aussi, ancien ministre, comment je suis en train d'oublier son nom, le député donc de Boni Yayi, Kassa, voilà. Oui. Kassa, il négociait directement et au-dessus de tout le monde. En tout cas, ça se voit. Donc, c'est comme ça va se passer. Et donc, moi, je suis, malgré ce que je dis, je suis presque sûr que ça ne marchera pas encore. Mais est-ce qu'un jour, ça marchera à l'Assemblée nationale, qu'on lève l'immunité d'un député? Oui, c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste parce que ce dont on parle, on n'est pas à une position pour savoir si ce qu'on leur reproche, ce qui est reproché à ces députés-là, eh bien, si c'est faux ou si c'est vrai. Et donc, l'idéal aurait été, n'est-ce pas, qu'ils aillent devant la justice, qu'ils s'expliquent, qu'on ne fasse pas l'apologie, n'est-ce pas, de la corruption, de la mauvaise gestion. Mais on est dans un contexte, comme l'a dit notre invité, où visiblement, n'est-ce pas, aussi bien la justice que la lutte contre la corruption, que l'Assemblée nationale, le bien, qui soient utilisés, n'est-ce pas, comme des instruments de chantage, des instruments politiques contre les adversaires. Et donc, dans un contexte du genre, vous comprenez que, comme on dit, comme c'est si cher aux juristes, il vaut mieux que l'innocent soit en prison, et du moins en liberté, plutôt que de le foutre en prison en disant donc qu'on est en train de faire soi-disant une certaine justice. Et donc c'est ce qui risque d'arriver. Je crois qu'il a tout un mélange. Le contexte n'est pas bon, effectivement, comme l'a souligné l'invité. Le contexte n'est pas bon. Il a fait la chronologie donc de l'activation à chaque fois donc de cette histoire de levée d'immunité. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas, que dans ce débat d'amendement de la Constitution, c'est revenu plusieurs fois, ça a été presque un chantage, ça a été comme si c'était fait pour ça, n'est-ce pas? Et quand on met ça à côté donc de la récente actualité de, comment vous avez appelé, du Conseil supérieur de la magistrature, on me dira que ça n'a rien à voir, mais ça a beaucoup à voir. Parce que ça veut dire quoi? Ça fait l'instance, n'est-ce pas? L'instance pour sanctionner des magistrats qui oseraient, n'est-ce pas, garder une certaine indépendance, dit la justice, dit le droit, regardez rien que la loi, eh bien c'est le carrefour où on les attendrait. Et donc ça ne fait pas une quiétude pour le pays. Donc le contexte, de mon point de vue, n'est pas favorable. Et trop, en plus, il n'y a pas de finesse. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de finesse parce qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts. On n'a pas fait d'efforts pour savoir que, eh bien, c'était tout juste au lendemain de l'échec, n'est-ce pas, de la première révision qu'on a activé donc ce dossier-là. On n'a pas fait d'efforts pour voir, n'est-ce pas, quand c'est revenu avec et le congrès FCBE,
On n'a pas fait d'effort pour voir maintenant que c'est revenu tout de suite maintenant. On n'a pas fait d'effort, n'est-ce pas, pour voir que le dossier du siège de l'Assemblée nationale a été agité au moment, n'est-ce pas, au même moment, donc au congrès FCBE avec les sorties intempestives de Boni Yayi. Boni Yayi qui peut-être ayant aussi compris la chose, je ne sais pas si la peur aussi protège ses lieutenants, eh bien, s'est calmé un peu, donc c'est trop visible et je pense que ce n'est pas de nature à même rassurer les députés qui doivent poser l'acte pour lever l'immunité parce que eh bien, ils sont protégés parce qu'ils ont l'immunité, ils sont protégés parce qu'ils gardent cette solidarité-là. Eugène Azatazou, finalement, de votre position, quelle lecture vous faites de la lutte contre la corruption engagée par le chef de l'État au regard même de ce rapport? Non, vous voyez, entre toutes les déclarations faites par les députés et maintenant, il y a le rapport. Et ce rapport n'est pas... Il arrive à un moment et son contenu est tel que il n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas juste un document balancé pour évacuer le problème. Parce que c'est un rapport motivé. Comment on peut comprendre que pour la levée de l'immunité parlementaire des députés que l'on suppose avoir géré le coton et l'agriculture, comment on peut comprendre que la commission n'ait pas eu le rapport Mazars, le rapport d'audit, que le Conseil des ministres a brandi? Comment on peut s'attendre à ça? Non, c'est trop gros. Ça signifie tout simplement, et c'est pour rejoindre la question que vous avez posée, que tout ça a été agité pas très sérieusement. C'était agité pour faire peur. Attention, si vous ne prenez pas les bonnes positions, nous avons de quoi vous faire mal. Et puis on a balancé des choses. Comment on peut comprendre que cette commission n'ait pas eu le rapport Mazars, le rapport d'audit? C'est incroyable, vu d'ici. C'est totalement incroyable. Donc, justement, que dit le rapport Bazin? Le rapport d'audit, justement, ce rapport même a été attaqué devant, je crois, la Cour constitutionnelle qui a dit, oh, pendant qu'on attaquait ça, la commission ne l'avait même pas. La commission n'avait même pas le rapport. Et c'était le rapport qui était non contradictoire. Parce qu'on a fait des audits, on a fait des déclarations là-dedans, des supposées malversations, et on n'avait même pas interrogé les mises en cause. Pourquoi vous avez pris cette option de gestion? Pourquoi vous avez pris cette option de gestion qui a conduit à tel gouffre? On n'a pas interrogé les gens, et puis cabinet, rapport d'audit, on agitait ça à chaque événement sensible. Bon, non, ça signifie tout simplement que la lutte contre la corruption est à refaire dans notre pays, est à concevoir de nouveau dans notre pays. Il n'y a pas eu de lutte contre la corruption à proprement parler. Il y a eu l'agitation de dossiers pour faire peur à des opposants. C'est tout ce qu'il y a eu comme lutte contre la corruption. Et ce n'est pas innocent, c'est significatif que pendant que tout ça est fait de façon virile, les faits de corruption se poursuivent. Est-ce que vous pouvez penser un instant que sous un régime qui est aussi brutal vis-à-vis d'un député, brutal, vous m'appelez le mot brutal. Oui, je dis ça parce que ce que l'honorable Atao Mohamed Henouho a suivi, c'est brutal. C'est brutal. Et même les pressions subies par nos deux camarades, c'est brutal. Dans un pays où, pour un rien, on chasse, on publie le nom des directeurs. Est-ce que comment on a géré l'affaire des motos achetées à 6 millions et quelques? Est-ce que vous avez senti la même virilité? Vous n'avez pas senti ça. Donc, il n'y a pas eu, sous le pouvoir de la rupture, de lutte contre la corruption. Il n'y en a pas eu. Et la lutte contre la corruption
sous Boni Yahi, je m'excuse, est déjà meilleur encore. Même si ça doit être amélioré. Parce que à ce stade-là, si vous avez remarqué les gros dossiers, c'est les gens les plus proches du chef de l'État qui sont d'abord livrés à la justice. Ceux qui disent, on vous soutient, vous êtes notre lumière. Si vous dites allez à gauche, nous allons c'est d'abord eux qui sont livrés. Ce n'est pas les proches qui sont protégés et les opposants livrés malgré la volonté de lever l'immunité parlementaire de Barthélémy Cassa au moment de par exemple. La mouvance à l'époque, Boni Yahi avait encore la majorité au Parlement. C'est ça qui est triste. Parce que, contrairement à ce que dit le général Zatassou, Boni Yahi n'était pas un exemple non plus en matière de lutte contre la corruption. Pas du tout alors, ce n'était pas un exemple non plus. J'ai dit c'était déjà mieux. Oui, c'était bien mieux, mais c'était pas cité. Parce que vous allez me rappeler, on n'est pas en compétition de corruption. Non, si c'est mieux, tenons-nous-en là. Je n'ai pas dit de refaire ce qui a été fait sur Yahi Boni. J'ai dit c'est à reconcevoir. Parce que tout est... Au moins si ça l'a été poursuivi et amélioré, ça aurait été mieux. C'est ça. Alors, merci beaucoup à vous, Eugène Zatassou, conseiller politique des Foscori pour un Bénin émergent. Nous changeons de sujet. Non à une réévaluation des enseignants de la maternelle et du primaire, c'est la position des enseignants concernés. Ils étaient en sit-in ce matin à Porto Novo pour le dire de vive voix à leur ministre de tutelle pour une évaluation dite diagnostique qui aurait connu 97% comme taux de participation et 98% comme taux de réussite. Il n'y avait plus de quoi ramener les enseignants dans les centres de composition. Si irrégularité, il y a comme renseigne le compte rendu du Conseil des ministres que les responsabilités soient situées, réclame-t-il. Joseph Aïmasser, un des responsables syndicaux présents au sit-in ce matin. Nous avons été composés le 16 juin 2018, mais on n'a pas pu nous dire que nous n'avons pas travaillé, on n'a pas pu nous dire que tout le monde n'a pas participé. Au contraire, on a dit que le taux de participation était à 97% et que le taux de réussite était à plus de 98%. Fort de ça, on ne peut plus comprendre que le gouvernement revienne sur sa décision pour dire aujourd'hui qu'il y a des irrégularités, il y a des absents et fort de ça, il faut annuler l'évaluation. Alors, vous savez très bien que lorsqu'il y a un examen, il y a irrégularité. Comme ça a été le cas tout dernièrement lors du BPC blanc, le ministre Kakouma Oyon a trouvé les auteurs et les a punis. Et s'il y a un examen, il y a une session de remplacement, session des malades. Notre gouvernement n'a pas fait ça et décide tout de go d'annuler l'évaluation pour dire donc qu'il faut reprendre le 28 prochain. C'est ça qui a fâché les enseignants de tous ordres, de tout secteur, qui aujourd'hui se retrouvent au ministère pour dire non à cette réévaluation. Et pour montrer que s'il y avait de l'argent pour organiser tous ces genres de choses, il fallait donner satisfaction aux revendications des enseignants. Et nous constatons aujourd'hui que le ministre, en répondant à notre sit-in, vient dire que est-ce que nous n'évaluons pas tous les jours nos apprenants? Donc les enseignants, les éducateurs que nous sommes pris comme des apprenants. Pour qui? Pour le gouvernement ou bien pour le ministre? Nous ne savons pas, il n'a pas pu répondre aux questions et il est reparti. Nous avons décidé de ne plus subir d'évaluation tant qu'on ne nous aurait pas enseigné parce qu'on évalue toujours ce qui est enseigné. Pour une évaluation diagnostique, si c'en est une, c'est celle du 16 passé et point final. Donc nous n'avons plus d'autres évaluations diagnostiques à faire. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont un plan machiavélique derrière leur tête et c'est ce plan que nous dénonçons et nous ne voulons plus nous laisser faire. À l'instant, Joseph Aïmasser, un des responsables syndicaux présents ce matin au sitting. Satuné Dossou, bonsoir. Bonsoir Richard Tineo, bonsoir à tous. Vous étiez aussi à Porto Novo, vous étiez à ce sitting. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a vu les enseignants dire non lorsque le ministère avait agité donc cette volonté d'évaluer les enseignants. Finalement, ils ont accepté, ils sont partis dans les centres de composition, ils ont composé. Aujourd'hui, le Conseil des ministres a dit qu'il faut reprendre cette évaluation et on constate que ces mêmes enseignants sont revenus à la charge et ils ont commencé donc par grogner. Je crois que si grogner aujourd'hui, c'est parce que ceux-là qui étaient dans les centres de composition, qui sont concernés, les enseignants, n'ont pas été suffisamment rassurés.
Vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on a programmé cette évaluation, ils étaient réticents. Ils estimaient que c'est une initiative qui cache derrière peut-être des représailles, des gens qui se verraient renvoyés à la maison pour diverses raisons. Raison d'incompétence, peut-on déjà dire, je ne pense pas, parce qu'ils ont été recrutés, ils ont suivi quand même un cheminement avant d'en arriver là. Et qu'ils aillent à cette évaluation dite diagnostique, et qu'on nous parle d'un taux de participation de 97%, j'ai entendu ça d'un des responsables syndicaux, et qui a comme taux de réussite 98%, avec ce fort taux de participation et de réussite, dire qu'il y a des absents et qu'il y a des irrégularités comme motif pour dire qu'on reprogramme l'évaluation, qu'on annule l'évaluation, je pense que ce n'est pas suffisant. Si tant est que le gouvernement voulait simplement se rendre compte du niveau de ses enseignants et apporter des solutions là où il y aurait de carences, ces résultats qu'on nous a annoncés sur le terrain ce matin étaient suffisants. On pouvait s'en contenter. Et si des absents y avait, je crois, comme le disait le syndicaliste tout à l'heure, à un examen, on n'annule pas un examen pour le faire reprendre parce qu'il y a quelques-uns qui ont été absents. On programme. Est-ce à cause des absences ou parce qu'on n'a pas eu le résultat escompté? Le gouvernement a parlé d'absence des enseignants qui n'auraient pas répondu présent et qu'il y aurait également des irrégularités sans autre forme de communication tout autour. Est-ce qu'on ne peut pas reprendre l'évaluation pour ces enseignants particulièrement? Mais qu'on n'annule pas. Ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel que de dire que parce que vous avez organisé un examen et qu'il y a 3% comme taux d'absence de ceux-là qui n'étaient pas là. À cause de ces 3%, vous allez annuler la participation des 97%. Je trouve que ce n'est pas rationnel. Et quand on parle d'irrégularité, comme ils le disent, on n'a pas situé les responsabilités. On n'a pas dit quelle est l'irrégularité qu'on a constatée pendant cette évaluation qui est si importante pour qu'on soit obligé de reprendre l'évaluation, de reprogrammer cette évaluation. Comme il y avait déjà des doutes dans leur tête, ils se disaient que le gouvernement a des idées derrière la tête. C'est à juste titre qu'ils estiment qu'il y a des non-dits et qu'il faudrait qu'on les éclaire. Si tel n'était pas le cas, ils ne retourneraient pas dans les centres de composition pour une éventuelle reprise. Pas une éventuelle, parce que c'est déjà programmé pour une date précise. Voilà, le 28 juillet, 28 je crois. Prochain. Voilà. Vigile à Roncey, finalement, est-ce qu'il n'y a pas plus de peur que de mal? Les enseignants qui, à un moment donné, ont dit non, nous ne voulons pas d'une évaluation qui, finalement, ont accepté. Ils ont composé et aujourd'hui, quand on parle encore d'annuler cette évaluation et de reprendre, ils sont mécontents. Je crois que c'est le gouvernement qui s'est mal pris dans ce dossier-là. Comme vous l'avez dit, ce n'était déjà pas donné, vu l'actualité autour de cette évaluation, de voir ce taux de participation-là. Et que les enseignants se soient rendus à 97%, si je crois, donc oui, ces chiffres, je ne sais pas. 97% de taux de participation. De participation, en principe, il n'y a pas de problème. Il n'y aura jamais un jour où tous les enseignants vont répondre. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y aura pourquoi pas, puisque c'est leur évaluation. Réalisme pour réalisme, il y aura donc des malades, il y aura peut-être des gens qui sont en situation de formation, il y aura des gens qui, pour telle raison ou telle raison, ne pourraient pas y participer. Il en aura toujours. Et mieux, bon, à 97%, moi je pense qu'on pourrait organiser un examen de rattrapage pour les 3%. C'est ce qui est idéal. Mais quand on parle d'irrégularité, quand il y a irrégularité, on fait en sorte de les exposer et que ces irrégularités, à les entendre, ça puisse convaincre les gens, n'est-ce pas, qu'effectivement, il faut annuler. On n'a pas entendu de telles irrégularités. Juste là, la communication n'est pas venue préciser cela et de dire encore une fois, à l'état actuel des choses, eh bien, ça, le gouvernement s'est mal pris. Surtout, encore une fois, vu les chiffres, 98% de réussite. Donc, dans la tête des enseignants, c'est comme si 98% de réussite, dans un environnement où l'école béninoise est en chute. Mais votre problème, où on a évalué les enseignants, on les a soumis à des épreuves, et puis on trouve que 98% ont passé favorablement donc ces épreuves-là. Et vous voyez, le retournement dans la tête de ceux-là, on les rappelle maintenant, on leur dit, vous retournez encore composer. Dans un contexte où visiblement c'est eux qui ont le vent en poupe, c'est eux qui sont en position de force, où le gouvernement s'est mal pris, comme je le disais tantôt, et se dirait que, eh bien, il a un objectif là, comme il l'appréhendait au départ, et l'objectif c'est
comme vous avez commencé par le dire, dans un contexte où on a ce genre de système éducatif, cette qualité de l'enseignement dû peut-être aux enseignants, et donc il faut trouver moins de 98%. Et donc vous comprenez que dans ce contexte, il commence par protester. Ça avait commencé avec les échos donc de la Donga envoyés par notre correspondant, et ça se généralise finalement dans le pays, et le gouvernement ne voit rien si effectivement les enseignants étaient solidaires et n'y allaient pas tous. Et bon, tous ne pourraient pas non plus boycotter, mais si à un pourcentage raisonnable, il n'y allait pas, je suis sûr qu'il y aura une troisième session, un troisième rendez-vous, toujours pour ce même examen, parce que justement le gouvernement s'est mal pris. Il aura difficilement d'avocats, n'est-ce pas, par rapport à ce dossier précis, la manière dont ils se sont pris. Joël Tchogui, est-ce que le gouvernement s'y est vraiment mal pris? Est-ce que ce n'est pas pour avoir un résultat donné que le gouvernement a voulu reprendre cette évaluation pour connaître là où il y a effectivement des insuffisances, peut-être déjà dans les épreuves soumises à ces enseignants, il peut y avoir des sujets qu'on a abordés ou qu'on aurait abordés qui devraient faire l'objet de ces épreuves, enfin de ces évaluations, cette évaluation, mais qui n'a pas été prise en compte. Est-ce que c'est pas l'heure de reprendre pour jauger si les enseignants sont confiants en eux-mêmes? Pourquoi ont-ils peur? Ce à quoi vous faites allusion s'avérait donc vrai, ça voudra dire qu'il y a une sorte d'impréparation au sein donc du staff ayant à charge donc l'organisation de de cette évaluation, parce que c'est le gouvernement lui-même avec le ministère notamment, ils ont décidé d'évaluer des enseignants. Et donc dans ce même studio, nous avons fait le débat, nous avons dit si c'est une évaluation, il y a aussi pour voir un peu là où se trouvent les carences, où se trouve le problème, pour que les acteurs au premier rang, que constituent donc les enseignants, soient obligés de transmettre ce savoir médiocre, ce savoir de faible qualité à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, à nos enfants. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça voudra dire que en amont, le gouvernement et les autres structures commises pour l'organisation de l'évaluation auraient déjà pris les dispositions pratiques, théoriques nécessaires qu'il faut pour qu'on n'en soit pas, après une évaluation, à dire telle preuve aurait pu être proposée, telle autre n'a pas été proposée, que c'est maintenant une seconde session. On a vu des évaluations au Niger, on a évalué les enseignants du primaire. On a commencé par des épreuves du CI ou même de la maternelle pour certains, du CP ou du CE1. Voilà. Donc, on peut rehausser le niveau à chaque moment. Non, je n'ai absolument rien contre. Si c'est la démarche, moi, je n'ai rien à absolument contre. Mais il faudrait que, encore une fois, qu'on explique la démarche. Non, ça se définit dès le départ. Oui, pour il ne faut pas oublier que le syndrome Niger, c'est derrière ça que les enseignants appréhendent. C'est de ça qu'ils ont peur. Non, moi, je trouve le problème à un autre niveau. Oui. Faites attention au cheminement. Il y a eu les examens, on n'a pas entendu parler d'irrégularité. Les enseignants ont composé son entrée chez eux, on n'a pas parlé d'irrégularité à ce moment-là. Il y a eu correction des copies. On n'a pas parlé d'irrégularité pendant la correction des copies. Les résultats seraient sortis parce que je dis, les chiffres que je vous ai communiqués m'ont été communiqués par les syndicalistes, les organisateurs sur le terrain. Donc, on n'a pas dit quelle forme d'irrégularité on a eu à connaître et à quel niveau l'irrégularité est intervenue. Si c'est au niveau de la composition, on comprendrait la reprise de l'évaluation. Mais on n'a pas dit que c'est à ce niveau. On a non plus dit que c'est au niveau de la correction. Parce que si c'est au niveau de la correction, pourquoi demander aux enseignants de retourner dans les centres? Reprenez la correction. Si c'est au niveau des résultats qu'il y a eu un mal qui s'est glissé, reprenez la correction également à ce niveau. Et je pense que ce serait déjà corrigé. Mais quand vous dites qu'il y a irrégularité, vous ne communiquez pas. Quand il y a eu tout à l'heure récemment fuite au niveau de la composition du BEPC blanc dans certains départements, quand on a sorti les arguments, tout le monde s'est tué. Parce qu'on a dit qu'il y a quand même une réalité à propos de ce qui a été dénoncé. Il n'y a pas eu de grogne, il n'y a pas eu de fronde. Mais ici, on a dit irrégularité. On n'a pas situé l'irrégularité. On n'a pas dit quelle irrégularité c'est. On n'a pas situé l'irrégularité à un niveau donné. Et on dit retourner faire l'évaluation. Ça ne peut peut-être que le gouvernement prend tout son temps pour préparer un dossier. Selon vous, Saturnin Diossou, est-ce que les enseignants doivent retourner en classe? Vous voulez que je les encourage à ne pas retourner en classe? Moi, je suis un observateur. Vous savez, l'enseignant, c'est quand même une autorité. Dans son milieu, il est une autorité dans sa classe. Et je pense que cette autorité est en train de souffrir. Ça a déjà souffert de les envoyer
se fait évaluer, n'est-ce pas? C'est une humiliation. C'est une humiliation. Non, c'est ce dit. Et que cela, on les renvoie encore une fois à cette actualité de retourner encore. C'est une infantilisation cette fois-ci, et ça ne fait pas bien. Je pense que depuis que les gens sont en train de protester, parce que ce n'est pas seulement la première séance des syndicalistes, par rapport à ça, le gouvernement aurait dû, n'est-ce pas, les appeler et pouvoir... Mais ça ne se fait pas. Et je pense que ce n'est pas de nature, n'est-ce pas, à arranger les choses. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Merci à Joël Tchogui, merci Vigile Awansé, merci également à Saturne Diossou. Ça n'est fini pour cette émission intégrale de ce jour. Dans quelques secondes, le journal, le deuxième grand format de l'actualité sur Soleil FM.